Burkina Faso, une attaque à la grenade contre des soldats français à Ouagadougou a marqué l'arrivée du président Emmanuel Macron pour sa première tournée en Afrique. Bilan, 3 riverains blessés, dont un grièvement. Au Togo, le président Faure Singbe s'est déclaré rassuré sur l'état indivisible du pays après une visite le week-end écoulé à Sokodé, important foyer des tensions qui agitent le pays. En Guinée-Bissau, les syndicats d'enseignants ont mis fin lundi à une grève de plus de 2 semaines, ce après la signature d'un accord sur le paiement d'arriérés de salaire. Voilà pour les titres. Merci de nous retrouver. Ouvrons ce journal par des nouvelles du Burkina Faso. Une attaque à la grenade contre des soldats français à Ouagadougou a marqué l'arrivée du président français Emmanuel Macron pour sa première tournée en Afrique, devant marquer une nouvelle étape de la relation entre Paris et ce continent. Lundi soir, 2 heures avant son arrivée, des individus encagoulés à moto ont lancé une grenade contre le véhicule français dans le nord de Ouagadougou. Ils n'ont pas atteint leur cible, mais ont blessé 3 riverains, dont un grièvement. Et puis, lors de cette visite de 3 jours qui doit le mener également en Côte d'Ivoire et au Ghana, Emmanuel Macron entend convaincre une jeunesse africaine de plus en plus hostile à la présence française sur le continent, sur fond de menaces terroristes persistantes au Sahel que les troupes françaises installées dans la région ont du mal à combattre et d'un flux migratoire croissant que l'Europe veut endiguer. Il s'est prononcé après son premier tête-à-tête avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. On l'écoute. Le Burkina, c'est aussi un emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine. Et nul ne peut ignorer ce qui s'est passé ici il y a quelques années, ce qui continue de vivre. Cette vitalité démocratique, cette vitalité de la jeunesse du Faso, c'est aussi ce visage du continent africain que nous voulons voir. Je voulais rendre hommage à tout cela en faisant de Ouagadougou la première étape de ma tournée africaine. Et c'est aussi un symbole, et c'est aussi pour marquer justement une nouvelle étape de notre relation, non seulement avec votre pays, Monsieur le Président, mais avec tout un continent. Retour à la normale au Zimbabwe, c'est ce dont veulent rassurer les forces de sécurité après l'intervention militaire mi-novembre ayant conduit à la démission de Robert Mugabe. Lors d'une conférence de presse conjointe avec l'armée à Harare, le chef de la police a affirmé qu'une nouvelle direction est désormais donnée au pays. Images et sons. C'est au détour d'une sortie médiatique que les forces de défense du Zimbabwe et des services de sécurité ont informé la nation du retour à la normale dans le pays. Une conférence qui fait suite à la prestation de serment historique de Emmerson Mnangagwa vendredi. Les données changent pour plus de sécurité et de quiétude. Les forces de sécurité ont déjà reçu des informations selon lesquelles des propriétés, notamment des fermes et des maisons, ont été pillées. Il s'agit d'un comportement criminel et contraire à l'esprit de non-vengeance. Les coupables seront poursuivis. Vous verrez bientôt les forces de défense zimbabwéennes et la police zimbabwéenne mener ensemble des patrouilles, notamment dans le centre-ville d'Harare. Nous exhortons tous les Zimbabwéens progressistes à respecter les lois du pays. Emmerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, a remplacé Robert Mugabe. Mais il hérite d'un pays ruiné et doit annoncer prochainement la composition de son gouvernement. Lundi, la Chine a salué l'investiture du nouveau président du Zimbabwe et a démenti toute implication dans son ascension à la tête du pays. Et quelques jours après l'éviction de Robert Mugabe, l'activiste et pasteur zimbabwéen Evan Mawarire sort de son mutisme. L'homme, longtemps persécuté pour ses critiques à l'encontre de la gouvernance et des méthodes du président déchu, appelle à traduire Robert Mugabe en justice ou tout au moins à le faire entendre par une commission. Suivons un extrait de ses propos.
Je pense qu'il est important que le genre de justice que l'on rend ne soit pas une justice sélective ou presque différente, parce qu'il ne s'agit pas de représailles, il ne s'agit pas de vengeance, mais de restauration. Il faut rétablir la confiance des gens dans leur gouvernement. Je pense que l'on a le sentiment que Mugabe devrait au moins être confronté à une certaine forme de commission de vérité et de réconciliation. Nous comprenons maintenant que le nouveau président, lui, a accordé une certaine forme d'immunité et lui a permis de ne pas être poursuivi. Je pense que cela donne l'opportunité à de nombreux Zimbabwéens de tourner la page. L'espoir que les Zimbabwéens ont en ce moment peut être déroutant pour beaucoup de gens. Surtout si l'on tient compte du fait que les gens qui forment le nouveau gouvernement ou qui font avancer la nouvelle administration du pays sont essentiellement le même groupe de personnes, vous savez, qui a été là avant. En fait, beaucoup, si ce n'est tous, étaient les architectes de, vous savez, l'effondrement de notre nation avec Robert Mugabe. Tout ce qu'ils ont fait, c'est renvoyer une personnalité. L'espoir est que notre nouveau président et son nouveau gouvernement, quels qu'ils soient, comprennent qu'eux aussi ont une chance d'être différents et qu'eux aussi ont une chance d'amener le Zimbabwe vers un avenir très différent du passé d'où nous venons. Le président Faure Gnassingbé s'est déclaré rassuré sur l'état indivisible du Togo après une visite le week-end écoulé à Sokolé, deuxième ville du pays. Sokolé est un important foyer des tensions qui agitent le pays d'Afrique de l'Ouest depuis 3 mois. Les détails. Mes échanges avec les imams puis avec les cadres de la ville ont fini de me rassurer que notre pays reste indivisible, a écrit dimanche soir le président Faure Gnassingbé sur Twitter à l'issue de sa visite dans cette ville du centre-nord, bastion de l'opposant Tikpi Achadam, président du Parti national panafricain. Les dégâts des violences qu'a connues cette ville naguère paisible m'attristent profondément et ne saurait laisser aucun citoyen indifférent, a ajouté le président, critiqué pour son silence pendant de longues semaines marquées par une crise politique et sociale. C'est à Sokodé qu'ont commencé les vagues de manifestations en août dernier avant de se propager dans le reste du pays. 13 partis de l'opposition se sont alliés au PNP pour dénoncer un demi-siècle au pouvoir de la même famille et demander la démission du président Gnassingbé à la tête du Togo depuis 2005. Il a succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadémon, qui a dirigé sans partage le pays pendant 38 ans. Plusieurs édifices publics ainsi que des domiciles des cadres du parti au pouvoir avaient été saccagés et incendiés. Les manifestations de l'opposition ont été interdites depuis ces incidents à Sokodé et dans 2 autres villes du nord du pays, Bafilo et Mango, région autrefois favorable à la famille Gnassingbé. La coalition de l'opposition qui organise des marches tous les mois a appelé à 3 nouvelles journées de manifestation les 29 et 30 novembre et le 2 décembre prochain. Des tractations sont en cours via l'intervention de médiateurs comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé pour organiser un dialogue politique entre pouvoir et opposition qui pourrait avoir lieu d'ici à quelques semaines selon Faure Gnassingbé. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Crise politique et sociale en République démocratique du Congo. L'épiscopat congolais de nouveau s'invite dans le débat. Il a exhorté lundi le président Joseph Kabila Kabange à prendre l'engagement public de ne pas se représenter à la présidentielle du 23 décembre 2018. Une mesure pour permettre la tenue d'élections dans un climat apaisé. Partira pas. Joseph Kabila fait durer le suspense sur son intention de laisser le pouvoir ou non. Une situation qui fait régner l'inquiétude en République démocratique du Congo. Lundi, les évêques congolais ont exhorté le président Kabila à rassurer l'opinion par une déclaration publique qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. À travers cette démarche, contenue dans un document de l'épiscopat rendu public, les sages entendent l'inviter à contribuer à l'apaisement des tensions liées à son maintien à la tête du pays au-delà de la fin de son mandat qui a expiré le 20 décembre 2016. C'était à l'issue d'une assemblée extraordinaire des évêques consacrée à la crise en RDC. Le message ainsi adressé au chef de l'État est intitulé « Allons vite aux élections ». Les évêques se disent profondément déçus par le contexte de méfiance généralisée à la base des violences meurtrières dans le pays.
Aussi déplore-t-il le fait accompli dans la publication du calendrier électoral par la commission chargée d'organiser des élections en RDC qui prévoit la présidentielle le 23 décembre 2018. Par ailleurs, les évêques ont invité le gouvernement congolais à publier avant la fin de l'année le plan de décaissement des fonds destinés à l'organisation des scrutins. Quant à la coalition politique du Rassemblement de l'opposition et des mouvements citoyens, elle demande une transition sans Kabila dès le 31 décembre de cette année. Je l'annonçais en titre, les syndicats d'enseignants en Guinée-Bissau ont mis fin lundi à une grève de plus de 2 semaines, ce après la signature d'un accord sur le paiement d'arrêt de salaire. Les syndicats ont néanmoins averti que le mouvement pourrait reprendre début 2018. Les élèves du primaire et du secondaire du secteur public ont repris le chemin de l'école lundi matin à Bissau, la capitale. Les deux organisations syndicales des enseignants, le SINAPROF, entendez Syndicat national des professeurs, et le SYNDEPROF, Syndicat démocratique des enseignants, et le gouvernement étaient arrivés samedi à un accord partiel sur les revendications des enseignants. Le mot d'ordre de grève est levé. Tous nos membres doivent reprendre le travail dès ce lundi, a déclaré à la presse au nom des deux syndicats le président du SYNDEPROF, Laurindo Pereira. Les enseignants qui menaient leur 3e grève depuis la rentrée de septembre réclamaient des arriérés de salaire de 2011, 2012 et 2013, des avantages liés à l'ancienneté et l'embauche dans la fonction publique des contractuels. Le gouvernement a soldé les arriérés de salaire et plus de 700 enseignants contractuels ont été intégrés dans la fonction publique. Il reste le problème de l'ancienneté que le gouvernement a promis de résoudre dans 6 semaines, a expliqué M. Pereira. Voyant dans cet accord un signe de bonne volonté de la part des autorités, Pereira a néanmoins prévenu que la grève reprendrait si dans 6 semaines rien n'avance à propos des anciennetés. Pendant les grèves, plusieurs établissements ont adopté un système d'autogestion associant les parents d'élèves contre une mise à contribution mensuelle de 500 à 1000 francs CFA par enfant pour le paiement des salaires des enseignants. Une note de sport pour mettre en trêve à cette édition. Le Milan AC, décevant depuis le début de saison en Italie, a annoncé lundi le limogeage de son entraîneur Vincenzo Montella. Il est remplacé par l'ancien milieu de terrain lombard Gennaro Gattuso au lendemain d'un nouveau match nul. Le nouveau technicien âgé de 39 ans était revenu en mai pour entraîner les jeunes du club. Les détails. Arrivé en juin 2016, Montella a obtenu cet été des renforts massifs pour plus de 200 millions d'euros grâce aux fonds apportés par ses nouveaux propriétaires chinois, mais s'est laissé nettement distancé dans le Calcio, dont il occupe seulement la 7e place après 14 journées. Si le Milan AC s'est offert un petit plaisir la semaine dernière sous les yeux de son ancienne vedette Kaka, en se qualifiant pour les 16e de finale de l'Europa League avec la première place du groupe en prime, son objectif de revenir en Ligue des Champions la saison prochaine est fortement compromis. L'équipe compte en effet 9 points de moins que la saison dernière à la même époque et pointe à 11 longueurs de la Roma qui occupe pour l'instant la 4e et dernière place qualificative. Outre sa situation sportive délicate, le club connaît également de gros problèmes financiers depuis son rachat par le mystérieux homme d'affaires chinois Yongong Li. Endetté, le club a sollicité auprès de l'UEFA un accord volontaire dans le cadre du fair play financier sans lequel il pourrait être exclu des compétitions européennes. Pour aider l'équipe à redresser la barre, le club a donc fait appel à Gennaro Gattuso, milieu de terrain à la hargne incomparable, qui a joué au Milan de 1999 à 2012. Il y a gagné 2 championnats d'Italie, 2 Ligues des Champions et une Coupe d'Italie. Il compte également 72 sélections avec l'équipe d'Italie, au sein de laquelle il a été champion du monde en 2006. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.